Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Samsung à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022 et dans le cadre de cette journée dédiée à la RSE, à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, nous allons nous intéresser à l'impact des constructeurs IT au quotidien et surtout à leurs engagements afin de réduire pour réduire leur impact afin de proposer des équipements à leurs clients en phase avec leur propre politique RSE. Des transformations profondes que nous allons détailler en compagnie de Catherine Chazal, directrice RSE, Affaires publiques, communication interne chez Samsung Electronics France. Bonjour Catherine Chazal. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, du rendez-vous des décideurs IT. Alors c'est vrai que ce sujet RSE, en fait, on l'aborde de deux façons. On l'aborde du côté des entreprises clientes, enfin des entreprises en fait qui ont dans des secteurs d'activité variés, et aussi du point de vue des entreprises du numérique qui doivent réfléchir à l'impact des outils qu'elles proposent ensuite à l'intégralité de leurs clients. Je trouve que c'est intéressant peut-être de commencer par se poser la question pour les entreprises du numérique et notamment une entreprise comme Samsung. Qu'est-ce que ça veut dire la RSE? Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à sa stratégie RSE, à son impact? En fait, c'est d'abord prendre conscience de la réalité des enjeux qui aujourd'hui se posent à nous. D'accord. Si on ne fait rien, le numérique en France émettra en 2040 plus de gaz à effet de serre que le secteur aérien. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, on estime à peu près que le numérique représente 2% à peu près des émissions de gaz à effet de serre en France. Et en 2040, si on n'a pas d'action majeure, ça représentera 7%. Donc si on laisse finalement cette transformation digitale s'accélérer au sein des entreprises sans réfléchir à la façon dont elle est menée et donc à sa croissance, on pourrait dépasser les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien. C'est quand même pas anodin pour le coup parce que le secteur aérien est très pointé du doigt aujourd'hui et le numérique pourrait prendre le même chemin. Donc les constructeurs et les entreprises numériques réfléchissent à comment minimiser ou réduire en tout cas l'impact qu'elles ont sur l'environnement. Oui, tout à fait. Avec deux défis qui sont de taille, qui se rajoutent à cet objectif premier de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le premier, c'est qu'avec la crise sanitaire, en fait, on utilise de plus en plus les outils numériques et la crise a encore accéléré cette tendance. Si on regarde rien que le trafic de données, entre 2019 et 2020, on estime qu'il a augmenté de 50%. D'accord, Mais sur un an. Et en 2019, on était déjà à plus 30%. Hein. Donc l'accélération, c'est passé de 30 à 50, c'est énorme. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte environnementale alors qu'on a de plus en plus besoin de ces outils? Bien sûr. Oui. Et le deuxième défi auquel on doit répondre, c'est l'éducation, la sensibilisation des Français, des entreprises, des pouvoirs publics sur l'impact environnemental du numérique. Donc ça fait deux sujets qui doivent commencer par être intégrés au sein des experts IT, finalement des constructeurs IT, avant ensuite d'être amenés au sein des entreprises. C'est là le rôle de Samsung en l'occurrence, puisqu'on parle de Samsung, mais même des partenaires IT de manière générale. Tout à fait. Sur l'empreinte environnementale du numérique, la fabrication des terminaux représente à peu près 70 à 80% de l'impact environnemental. Donc on a un rôle majeur à jouer et d'ailleurs on accélère notre transformation. Et alors justement, si je vous repose la question, que veut dire RSE par exemple pour une entreprise comme Samsung, donc là on donne le contexte global, est-ce que ça veut dire qu'il y a des priorités pour le secteur? Est-ce qu'il faut commencer par utiliser moins, consommer mieux, construire différemment? Par quoi on commence effectivement quand on est une entreprise aussi grosse que Samsung et qu'on est conscient de ces enjeux-là? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup à faire. D'accord. Nous, chez Samsung, ça fait plus de 30 ans qu'on est engagé pour préserver l'environnement. On a publié notre première déclaration environnementale en 1992. D'accord. À l'origine, on était plus dans une logique de maîtrise des risques environnementaux. Et aujourd'hui, clairement, comme toute la société française et les enjeux mondiaux, on doit accélérer sur les actions qu'on mène. Donc, en France, chez Samsung, on a 3 priorités. La première, c'est préserver la planète, lutter contre le changement climatique, intégrer des innovations environnementales à nos produits. La deuxième, c'est protéger les personnes qui travaillent avec Samsung et pour Samsung. D'accord, donc là on est plus sur le S de RSE, oui, bien sûr. Exactement, le volet social. Et puis il y a le volet sociétal aussi, si on reste dans le jargon. Toujours le S, oui, bien sûr. Mais qui est aussi très important parce que là, c'est à travers comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur la société. Et chez Samsung, on a une priorité, c'est l'éducation des générations futures. D'accord. Ouais. Pour les rendre acteurs du numérique de demain, prendre conscience de ces impacts environnementaux et imaginer des solutions qui seront aussi positives pour l'environnement parce que le numérique, ça peut servir aussi à ça. Alors justement, l'environnement, le côté social ou le côté sociétal, ça c'est donc vous nous l'avez donné pour Samsung, c'est en phase avec ce que vous pouvez entendre des clients de Samsung, ça correspond finalement au même questionnement qu'on peut voir chez les clients? Oui, on a de plus en plus, on a toujours eu, mais on en a de plus en plus des questions de nos clients sur comment est-ce qu'on fait pour qu'ensemble on puisse réduire la facture environnementale. D'accord. C'est pas les fabricants
d'un côté, les réseaux de l'autre, les opérateurs et puis les entreprises, ou même les collaborateurs aussi ont un rôle à jouer. Je pense qu'on en parlera sur la phase d'utilisation de ces produits. Alors ça, là, on va en parler effectivement de l'utilisation des produits. Avant ça, si on reste sur les grands défis, pour une entreprise comme Samsung, mais pour le secteur de manière générale, donc on comprend effectivement qu'il faut réduire la facture climatique ou d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que par exemple des grandes tendances qu'on a vues depuis plusieurs années dans les équipements IT à destination des particuliers, mais aussi des entreprises, doivent changer? Je pense au concept du jetable ou au concept du fait de changer de téléphone tous les ans, ou on a un téléphone, on a un ordinateur, il ne marche plus, on le jette, on en achète un autre. Est-ce que ça, c'est des choses, c'est une révolution presque du modèle d'un certain nombre de constructeurs, pas que dans l'IT, dans beaucoup de secteurs d'activité, mais est-ce que dans l'IT, ça doit être mis en cause aujourd'hui? Dans l'IT, on est déjà en train de changer de paradigme. La question, c'est comment on fait pour accélérer. D'accord. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 88% des Français qui changent de smartphone alors que l'ancien fonctionne toujours. D'accord, ouais. Et sur pourquoi ils le font alors? Ils le font parce qu'ils ont envie de plus d'innovation, de plus de performance et parce qu'ils n'ont pas forcément encore conscience du point environnemental que ça a, ce choix. D'accord. Et après, ça se rajoute au fait que la moitié d'entre eux vont conserver l'ancien téléphone portable dans leur tiroir. Qui marche encore, qui n'est plus utilisé. Alors, qui marche encore, qui marche moins bien, peut-être que sa batterie, elle fonctionne plus très bien, mais en fait, maintenant, on peut changer les batteries très facilement. Donc, on pense qu'il y a à peu près 100 millions de smartphones aujourd'hui qui sommeillent dans les tiroirs des Français. Qui ne sont pas utilisés, d'accord. Qui ne sont pas utilisés et qui pourraient être utilisés et contribuer à réduire l'impact sur l'environnement. Si le téléphone est encore en état de marche, on peut le revendre pour qu'il soit reconditionné et lui offrir une deuxième vie. S'il ne marche plus complètement ou qu'il marche vraiment moins bien, on peut le transmettre à un éco-organisme, il va être démantelé et les pièces vont être réutilisées pour être réinjectées dans le cycle de production. Donc s'il y a aujourd'hui un vrai changement pour les utilisateurs, pour les entreprises et aussi pour les fabricants, c'est qu'on travaille ensemble à allonger la durée de vie de nos produits, les rendre plus réparables. Ça, c'est la première étape. D'accord. Bien, là, directement, nous sommes en première ligne et nous y travaillons ardemment. Et ensuite, c'est de bien les entretenir, de connaître les bons gestes et quand on n'en a plus besoin, de s'assurer qu'il y aura une deuxième vie pour les pièces détachées ou pour le produit en lui-même. Pour éviter justement, c'est combien? Vous avez dit 100 millions? 100 millions de téléphones portables dans les tiroirs. De téléphones portables dans les tiroirs. Je regardais combien j'en ai dans mes tiroirs, mais effectivement, j'ai peur d'en avoir plus d'un, effectivement, dans mes tiroirs aujourd'hui. Donc si je reviens maintenant sur Samsung, ça veut dire que dès le développement du produit, il faut penser à l'utilisation quand il sortira de l'usine, mais à tout le cycle de vie du produit. Est-ce que ça remet en cause ou est-ce que ça nécessite des évolutions dans le développement, dans la façon dont on pense le développement produit dans une entreprise comme Samsung? Oui, ça change énormément de choses. Nous, notre conviction, c'est d'agir à chaque étape du cycle de vie du produit. D'accord. Donc, on va démarrer déjà par l'approvisionnement des matières premières. On est membre, par exemple, de la Responsible Business Alliance, qui a établi 85 critères éthiques, sociaux et environnementaux relatifs à l'approvisionnement de nos matières premières. Donc, on se base sur ce code de conduite de 85 critères pour évaluer l'ensemble des fournisseurs avec qui on travaille. D'accord. Ensuite, donc, ça veut dire qu'on va changer les matières premières qu'on va trouver dans les terminaux. Ça veut dire qu'on travaille sur des méthodes d'exploitation qui soient plus sociales, qui soient meilleures pour l'environnement, pour limiter encore cet impact. Donc on ne change pas le matériel, mais on va changer la façon, on va vérifier qu'on a diminué l'impact lorsqu'on est allé chercher tel ou tel métal ou tel matériau finalement pour le construire. Les deux. Les deux, d'accord. On va aussi changer ce qu'il y a dedans, d'accord. Mais ça, c'est le code de conduite sur comment est-ce qu'on fait pour les extraire. Ensuite, on arrive sur le site de production. Oui. Là, sur le site de production, nous, on est une industrie qui consomme énormément d'énergie. Donc, chez Samsung, on n'est pas que... vous savez, nous, on produit l'ensemble des produits que nous proposons à nos clients. Sûr, ouais. On a aujourd'hui 100% de nos usines qui sont situées aux États-Unis, en Chine et en Europe, qui fonctionnent déjà à l'électricité renouvelable. D'accord. Donc, c'est déjà une première étape. On a encore du chemin à faire. Mais ça, ce sont des actions qui sont récentes et qui se sont accélérées ces 5 dernières années. Et alors, petite parenthèse, vous nous disiez que si jamais on ne faisait rien, les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre effectivement, du secteur pourraient atteindre jusqu'à 7% en France. Ça comprend aussi du coup cette partie conception de partenaires IT, ce n'est pas juste l'utilisation en entreprise. Oui, c'est au global pour l'ensemble du secteur. Pour l'ensemble du secteur. Donc là, effectivement, faire tourner des usines à l'énergie renouvelable et plus aux énergies fossiles, ça contribue normalement à baisser cette facture. Alors, je vous laisse continuer, pardon, mais c'était effectivement vous avez raison, sur les usines. Voilà, c'est préciser. important de comprendre. Donc, des usines qui fonctionnent aux énergies renouvelables et non plus aux énergies fossiles, donc qui accélèrent leur transformation. Bon, on imagine quand même qu'il faut pas mal d'énergie pour construire un ordinateur ou un téléphone. On arrive à avoir suffisamment d'énergie renouvelable aujourd'hui pour construire suffisamment d'ordinateurs, de téléphones ou d'autres
d'autres Oui, terminaux? la question, en fait, ça va être comment est-ce qu'on fait pays par pays évoluer les mix énergétiques de nos usines. D'accord. Pour certains pays, vous savez, en France, on consomme principalement de l'énergie nucléaire. Mhm. Alors que dans d'autres pays, on va encore fonctionner au charbon. Donc, ça ne dépend pas. Si c'était une décision du producteur, Oui. Il y a d'autres paramètres on à le prendre en ferait. compte. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de transition énergétique, mais c'est important qu'on mette tous une énergie pour pouvoir accélérer en fait le changement, qu'on soit producteur d'électricité, fabricant de téléphones portables ou encore gouvernement. Donc on agit sur la filière d'approvisionnement. Ensuite, on regarde l'énergie qu'on utilise quand on fabrique les terminaux. Mais pas que l'énergie, on recycle aussi 95% de nos déchets de production sur l'ensemble des sites de production de Samsung. D'accord. Oui. Donc c'est encore un exemple de ce qu'on fait sur cette phase-là. Et puis ensuite vient le produit. D'accord. Donc le produit, on change justement, vous me posiez la question tout à l'heure, on évolue aussi sur les matériaux. Nous, on a un programme qui s'appelle Galaxy for the Planet avec des objectifs à très court terme, à horizon 2025, qui témoignent justement de notre ambition d'accélérer le changement. On a pris plusieurs engagements, notamment celui d'intégrer des matériaux recyclés systématiquement dans tous nos nouveaux produits. Donc là, en 2022, c'est la première fois qu'on a réussi à le faire. Sur nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables, certains de nos moniteurs aussi, qui sont vendus à nos entreprises, intègrent des matériaux recyclés. Donc les matériaux recyclés, c'est quoi ? C'est soit du plastique, qu'on appelle du plastique post-consommation, qui a été récupéré, en fait, d'une consommation lambda qu'on retraite et qu'on réintègre dans nos produits. Ou alors, on a aussi réussi à récupérer des filets de pêche en plastique qui sont abandonnés dans les océans, donc qui représentent des centaines de milliers de tonnes actuellement. Bien sûr, on voit de nombreuses initiatives pour les réutiliser, tellement il y en a. On a réussi avec un autre partenaire à les récupérer, à les retravailler pour qu'ils soient réintégrés dans ces nouveaux appareils-là. Donc ça, c'est un vrai tournant dans la politique RSE de Samsung au niveau du produit pour montrer qu'on travaille sur la technique d'approvisionnement, mais aussi sur le matériau en lui-même. Et alors, je vous pose la question que doivent se poser pas mal de gens qui nous écoutent, qui doivent décider d'acheter tel ou tel produit, d'équiper leur entreprise. On fait des produits des terminaux tout aussi performants avec des matériaux recyclés à l'intérieur que si on avait des matériaux non recyclés comme ça existait avant ? Oui, c'est pour ça que c'est une vraie avancée. C'est pour ça aussi que ça demande du temps et que c'est une démarche qui est progressive. Si je prends l'exemple d'un chargeur de téléphone, par exemple, nous, on a déjà des téléphones depuis plusieurs années qui intègrent 20% de plastique recyclé. On a envie de se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 100% directement. Bien sûr, oui. Alors, il y a évidemment un sourcing du plastique recyclé, mais c'est aussi parce que si on veut répondre aux règles d'efficacité et aux règles de sécurité aussi, on ne peut pas comme ça passer de 0 à 100%. Donc ça, c'est aussi un fort terrain d'innovation technologique. Alors je reprends la chaîne, on a parlé d'approvisionnement, on a parlé de construction. Là, on est dans le produit. Donc dans le produit, on intègre des matériaux différents et notamment des matériaux recyclés. C'est la seule chose qu'on fait ou on agit aussi peut-être sur la durabilité du produit ou sur la conception même du produit ? Alors, on agit sur sa durée de vie et juste avant, on agit aussi beaucoup sur son efficacité énergétique. D'accord, bah oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui. On retrouve quand même le sujet clé. L'efficacité énergétique chez Samsung, sur l'ensemble des produits qu'on commercialise, on l'a améliorée de 32% en 3 ans. Ça veut dire que ça consomme moins d'énergie pour une performance équivalente. Exactement, ça veut dire que quand je vais utiliser un smartphone ou mon ordinateur ou ma machine à laver, on n'en vend pas nos clients directement, mais quand même, bien sûr, c'est une démarche globale. On va consommer, pour le client, au final, ça sera 32% d'électricité, puisqu'on est en France, qui sera consommée en moins grâce à cette amélioration technologique-là. Donc ça, c'est un engagement très fort et qui doit continuer. D'accord. Et qui répond... Comment on fait concrètement ? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des techniques, bien sûr, mais ça veut dire que comment on fait pour faire la même chose avec moins d'électricité au départ ? C'est une optimisation de chacune des performances de la machine. Enfin, comment on explique ça à quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi on ne l'a pas fait avant, par exemple ? On ne l'a pas fait avant parce qu'on est passé en fait d'un secteur c'est un des rares secteurs qui a connu une croissance aussi rapide. C'est la même problématique que pour les data centers. Au début, c'est plus facile peut-être à expliquer. Bien sûr, c'est très gros, puis ça se réduit au fur et à mesure. On voit ces gros entrepôts et maintenant, dans un tout petit espace, dans un petit disque, on stocke beaucoup plus de données. D'accord. Donc ça permet, c'est ça ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est que je stocke beaucoup plus de données dans un peu plus petit espace.
Le sujet, c'est que si je n'ai pas conscience que ça a quand même un impact sur l'environnement, je vais me dire super, du coup je vais garder la même superficie d'entrepôt et je vais mettre beaucoup plus de disques. Sauf qu'au final, même si je suis plus efficace, je risque d'augmenter mon impact sur l'environnement. Donc c'est un changement de démarche en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, on diminue la performance énergétique, enfin on diminue, on augmente l'efficience ou l'efficacité énergétique du terminal et après on agit sur la durabilité. C'était le point juste après qu'on a déjà un peu mentionné. Tout à fait. Alors là, il y a une évolution réglementaire avec les indices de réparabilité qu'on a beaucoup suivi, nous, chez Samsung, parce que on y croit beaucoup. Ça permet deux choses. Ça permet d'offrir une information. Vous savez, c'est un score sur 10. En gros, plus je suis proche de 10, plus mon produit est réparable. Bien sûr. Nous, on est assez fiers parce qu'on a les indices de réparabilité parmi les meilleurs du marché, qui sont à plus de 8 sur 10 en moyenne. Ça veut dire que, parce qu'il faut quand même le mentionner, ça veut dire que je ne suis pas obligé de jeter mon terminal le jour où il ne marche pas, je peux le réparer et donc augmenter la durabilité de vie du produit. Oui, je peux. Aujourd'hui, 80% des réparations, c'est un écran cassé. Donc ça se répare très très facilement. Et puis aussi, je peux changer la batterie quand elle commence à s'user. C'est vrai qu'à un moment, on pouvait peut-être légitimer un changement de smartphone parce que la batterie, elle marchait moins. Sauf qu'en fait, on peut la changer. C'est comme ça qu'on c'est plus un argument. C'est plus un argument. D'accord. Donc normalement, on aura moins de téléphones dans nos tiroirs. Je l'espère. Franchement, 100 millions, c'est facile de progresser rapidement quand même. Donc effectivement, on augmente la durabilité du produit. Là, on a parlé de pas mal d'étapes effectivement du cycle de vie du produit jusqu'à ce qu'il arrive chez le client finalement. Et ça, c'est toute la partie amont. Est-ce que ça s'arrête là ou on réfléchit ensuite au jour où le produit, le terminal est chez le client et le jour où il sortira de chez le client parce qu'il ne sera plus suffisamment efficace? Oui, alors... Je suis peut-être allé trop vite. Il y a peut-être d'autres sujets en amont déjà. Non. Sur la partie cycle de vie, donc, il y a le travail sur la durabilité, l'efficacité énergétique, etc. Ensuite, il y a la gestion de la fin de vie en effet des produits. Donc, ne pas les laisser dormir dans les tiroirs. Échanger aussi avec les revendeurs, les distributeurs pour penser reprise de flotte pour pouvoir soit... encore une fois, s'assurer qu'il soit reconditionné ou alors qu'il soit retraité. Parce que plus je récupère de matières premières dans mon terminal, dans mon ordinateur ou dans mon téléphone portable et que je peux les réinjecter dans le cycle de production, ça sera autant en fait de matières premières que je n'irai pas prélever dans la nature. C'est pour ça que ça permet de contribuer directement à éviter qu'on atteigne ce fameux 7% en 2040. Oui, puis tout terminal réutilisé est un terminal qu'il n'a pas fallu recréer de toutes pièces. Donc créer de toutes pièces, donc complètement, ça diminue mécaniquement la facture. Oui. Exactement. Et ensuite, quand on est dans la phase d'utilisation, c'est là où on a encore beaucoup de progrès à faire. D'accord, ça rejoint l'éducation dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui. Parce que donc si je suis une entreprise ou si je suis un client, je vais acheter mon ordinateur portable, je vais acheter mon téléphone portable. Bon, maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils. Je vais me renseigner, a priori, est-ce qu'il est réparable? Parce que du coup, je pourrais l'utiliser plus longtemps. Donc, il y a l'indice de réparabilité pour ça. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises, de sujet d'équipement, savoir s'il est réparable ou pas, par exemple? Oui, parce que ça permet, en fait, aujourd'hui, on est en train d'avancer vers des contrats de vente qui sont plus longs que ce qu'on avait avant, parce qu'on arrive à allonger la durée de vie. Donc, mécaniquement, on se pose la question de savoir si on achète un équipement réparable ou non. Oui, et puis quel sera le contrat de maintenance qui est proposé? Bien sûr, oui, parce que c'est pas moi qui vais le réparer. Oui, c'est ça. Donc... Et donc, l'avantage, en effet, c'est de pouvoir de maintenir la continuité d'activité, une excellence de service et qui permettent à nos clients de continuer à travailler tout en gardant un terminal plus longtemps. Donc, sur l'utilisation, on se pose la première question qu'il faut se poser, c'est la réparabilité. Ensuite, est-ce qu'il y a un changement d'utilisation à avoir de ces terminaux, justement, même s'ils ont été optimisés en amont, même si effectivement on a diminué la facture énergétique, même si on a mis du matériel recyclé à l'intérieur, est-ce que ça suffit à l'utiliser? Enfin, est-ce que derrière on peut se dire c'est très bien, vu que le travail a été fait en amont, moi j'ai plus qu'à utiliser de la même manière et c'est réglé puisqu'on a fait le travail pour moi, ou est-ce que dans l'utilisation il faut aussi revoir sa manière d'utiliser les terminaux numériques? Oui, il faut beaucoup revoir et beaucoup communiquer, et ça c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, ensemble, je veux dire, les collaborateurs dans l'entreprise, l'entreprise qui a un rôle majeur d'information. Nous, on le fait aussi chez Samsung auprès des collaborateurs, et puis les fabricants qui proposent ce type d'équipement. D'accord. On achète un équipement, donc peut-être qu'il intègre des produits recyclés, on sait qu'il est réparable, on a vérifié son efficacité énergétique, mais ensuite, il y a comment je fais pour pouvoir l'utiliser. Donc là, peut-être pour donner quelques conseils concrets, les sujets qu'on peut travailler, c'est sensibiliser les collaborateurs aux données qui sont stockées et qui sont conservées.
le cloud, c'est pas un nuage. On pense beaucoup au numérique. Enfin, il y a beaucoup trop de Français encore qui pensent que le numérique, c'est le secteur de l'immatériel. Oui, c'est Alors ça. C'est que c'est dans l'air et que ça ne consomme pas et que ça, Oui, ça, puis ça- après, ça n'embête personne. Il Oui. faut comprendre, je vous envoie un message à l'autre bout du monde, vous allez le recevoir en instantané, il part quelque part parti de mon téléphone, arrivé dans le vôtre, et on a l'impression que ça a été très simple. Sauf que derrière ce secteur qui n'est pas du tout immatériel, on a bien sûr des devices, on a des smartphones, des écrans, des ordinateurs portables, des tablettes. Après, on va avoir des câbles, des câbles notamment sous-marins, Bien sûr. pour pouvoir transmettre les données, Là où va partir le message qu'on va envoyer à l'autre bout du monde, par exemple, il va passer par des câbles. relayés par des satellites, Oui. par des antennes relais, et puis tout ça, à un moment, va être stocké par un ou plusieurs data centers. Donc tout ça, on voit bien que ce sont juste des choses qui sont très très matérielles, avec un impact qui est réel. D'accord. Donc quand on est dans une entreprise, ça vaut aussi pour sa vie privée, on a tellement eu l'impression qu'on envoyait dans le cloud des données et que justement, en améliorant l'efficacité énergétique, on pouvait stocker beaucoup plus, sauf que la facture d'énergie et donc la facture climatique est très élevée. Donc on est tous responsables en fait sur le tri qu'on doit faire aujourd'hui des données qu'on stocke. C'est peut-être pas indispensable de stocker toutes les newsletters auxquelles on est abonné depuis 10 ans dans notre boîte mail parce qu'en fait, elle est plus sur notre disque dur, mais elle est stockée quelque part et ça consomme de l'énergie. Et d'accord, donc ça veut dire que c'est pas parce que ma boîte mail a la capacité de stocker tout ce que je veux, puisque les capacités de stockage augmentent, qu'il faut que je le fasse et que j'augmente mécaniquement cette capacité de stockage, parce que ça veut dire que quelque part, ça a un impact de stocker cette fameuse newsletter que je reçois toutes les semaines et que je lis peut-être une fois tous les mois. Tout à fait, ça a un impact très important. Si vous voulez prendre votre part pour lutter contre le changement climatique, Supprimez vos c'est mails. une des bonnes pratiques à faire. Faites le tri dans vos mails, ne stockez pas de tout. Et finalement, c'est la démarche inverse. Plutôt que de se dire pourquoi est-ce que je devrais effacer, c'est plutôt pourquoi est-ce que je devrais le garder. La question qui devrait se poser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est finalement, quand on est collaborateur, on se voit confier un smartphone, une tablette, un ordinateur portable. On est responsable de son entretien et on peut jouer en fait sur sa durée de vie. D'accord. Je pense par exemple la durabilité, c'est pas que le sujet du constructeur, c'est aussi le sujet de l'utilisateur. Le constructeur est à l'origine, je ne le nie pas. Mais ensuite, nous avons plusieurs collaborations à avoir pour réduire l'impact sur l'environnement. D'accord. Sur la batterie, par exemple, la recommandation, c'est de pouvoir garder l'état de sa batterie entre 20 et 80%. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de le laisser recharger toute la nuit ou de laisser sa batterie se décharger jusqu'à zéro trop souvent parce que ça use plus la batterie. Donc plus on veut la garder longtemps, plus on reste entre 20 et 80% en état de charge. Ok. Ça, c'est le deuxième sujet sur la batterie. Donc là, en fait, on a agi sur les boîtes mail, on a agi sur la batterie. Il y a d'autres conseils qu'il faut donner peut-être sur l'utilisation d'un matériel IT au quotidien? Oui, l'ordinateur qui nous est confié au bureau, quand on ne s'en sert pas, il faut penser mode veille et extinction. D'accord. Il ne faut pas le laisser allumer en permanence. Exactement. Ça, c'est comme les lumières quand on quitte le bureau, mais effectivement, ça doit s'intégrer aussi sur le matériel IT qu'on utilise. Ça, c'est un très bon exemple. Je pense qu'on fait partie d'une génération, on a tous été éduqués à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce ou quand on sort d'un bureau. En fait, quand on part du bureau, on doit aussi penser à éteindre son ordinateur et à éteindre tous les devices dont on se sert. Quand on passe en mode veille, on va pouvoir réduire, je pense que c'est 20 à 40% de l'équivalent de la consommation quand il est en état de marche. D'accord, oui. Et au-delà de 1 heure 30 de veille, en fait, ça vaut le coup de l'éteindre. Sur toute une nuit, oui, ça commence à faire beaucoup, bien sûr. Et quand vous l'éteignez, il faut l'éteindre et le débrancher, parce que si on laisse le chargeur branché, l'électricité continue à circuler et ça va continuer à consommer. Et c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc éteindre et débrancher son ordinateur comme on éteindrait la lumière. D'autres choses peut-être sur l'utilisation? J'en ai deux derniers. Deux derniers, allons-y. Ouais. On m'a dit que c'était un webinaire, j'en profite pour passer des messages. On apprend des choses, effectivement. En déplacement, ou parfois on a le choix entre se connecter au réseau ou au Wi-Fi, il faut toujours privilégier le Wi-Fi. D'accord. Parce qu'on est plus proche des réseaux et donc on va consommer jusqu'à 3 fois moins d'énergie si on se connecte au Wi-Fi plutôt qu'au réseau. D'énergie de l'ordinateur? Oui, du device en question. Du device qu'on va utiliser. D'accord, ok. Donc en gros, c'est meilleur pour l'environnement de regarder un film ou de travailler depuis son ordinateur ou son smartphone connecté au Wi-Fi que connecté au réseau. Parfois, on n'a pas le choix, il faut bien travailler. Bien sûr, mais quand on a le choix, il faut passer au Wi-Fi. Ça fait partie des gestes qui sont quand même très très simples à mettre en place et qui ont un impact fort. D'accord. Et le dernier, c'est un peu comme la lumière, quand on quitte une pièce, c'est avoir le réflexe de se demander
pourquoi est-ce qu'on envoie un mail avec une très grosse pièce jointe à autant de personnes en destinataire et autant de personnes en copie? Arrêtez les boucles de mail. Ah bah ça, Voilà. vous allez faire plaisir à un certain nombre de gens qui nous écoutent. Arrêtez de nous mettre dans tous les échanges quand ça ne nous concerne pas. C'est ça finalement Oui. Mais Et pour des sujets environnementaux. Voilà. En mettant peut-être un lien vers, on peut télécharger un fichier sur un programme partagé ou sur un dossier partagé, ça évite en fait de le renvoyer 50 fois et donc de multiplier le poids, Alors, le coût environnemental. Là, effectivement, c'est peut-être important de faire un peu de pédagogie sur le sujet. Mettons que je fasse une présentation de 50 slides. Je l'envoie à 30 personnes. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression d'envoyer un mail, que je rajoute une ou 10 adresses email de destinataires. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir envoyé un mail. Alors que non, en fait, j'ai envoyé 10 emails. Donc 10 fois la pièce jointe lourde envoyée à chacune de ces adresses destinataires. Plus vous mettez de personnes, plus en effet ça pollue. D'accord. Et plus la pièce jointe est lourde, plus ça va polluer également. Et en plus, le risque, c'est que comme vous l'envoyez à 30 personnes, il y a bien des personnes qui vont faire répondre à tous avec la pièce jointe qui reste dans l'email. Et alors là, c'est exponentiel pour le coup, mais dans le mauvais sens du terme. D'accord. Exactement. Alors que si on l'héberge par exemple dans le cloud, même si on a conscience que le cloud a un impact environnemental, mais si on l'héberge à un seul endroit et qu'on donne ensuite un lien d'accès, c'est beaucoup plus efficient en matière d'environnement, de respect de l'environnement. Oui, parce qu'il est stocké à un seul endroit. Il ne fait pas 14 allers-retours entre les personnes qui vont se le renvoyer. C'est donc le dernier conseil que vous pouvez nous donner sur l'utilisation. 5 conseils à mettre en application, déjà c'est pas mal. On peut pas mal réduire au niveau individuel l'impact qu'on peut avoir dans l'utilisation professionnelle de son terminal. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, il nous reste un peu de temps, j'aimerais quand même qu'on en dise 2 mots. On a parlé de la fabrication du produit, on a parlé de la fin de vie, on a parlé de l'utilisation. Il n'y a pas que le terminal, il y a le transport, il y a l'emballage, tous ces sujets-là aussi sont des sujets qui augmentent mécaniquement la facture climatique des produits. J'imagine que c'est des sujets sur lesquels vous réfléchissez également. Oui, c'est dans la logique d'intervenir à chaque étape du cycle de vie. Après, vraiment, sur le terminal, c'est 70% des impacts environnementaux qui sont liés à sa production. D'accord. Donc c'est vraiment, s'il y a une priorité, c'est la production. Et ensuite, on va être à 15-20% de l'impact environnemental lié à la phase d'utilisation. Si je reste du coup, pour répondre à votre question, bien sûr, on a déjà beaucoup travaillé en fait sur les emballages des produits, même avant d'avoir accéléré sur la transformation de nos terminaux. Sur les emballages, par exemple, d'un smartphone, aujourd'hui, on a supprimé complètement le plastique, il n'y a plus aucun plastique. Ouais. Donc il est dans les terminaux maintenant, recyclé, mais il n'est plus dans autour des terminaux. Okay, ouais. Oui, c'est un souci d'amélioration constant. Ouais. Nos emballages sont en carton ou en papier issus de forêts labellisées ou gérées durablement. Et puis on a aussi retiré les chargeurs et les écouteurs pour pouvoir réduire la taille de nos emballages. Parce qu'on n'est plus dans une phase de primo-équipement. En fait, maintenant, la plupart des gens, on l'a vu dans les études, ont déjà des écouteurs, déjà un chargeur. Donc ça ne sert à rien d'utiliser encore plus de ressources pour leur reproposer quelque chose qu'ils ont déjà. Ces éléments. Oui. Exactement. Une question pour finir, on va parler du client final dont on a déjà beaucoup parlé effectivement dans cette émission, mais le but de cette démarche vis-à-vis du client final, c'est quoi au final pour une entreprise comme Samsung ? Je pense qu'on a 2 enjeux. Le premier, c'est de répondre à l'urgence sociétale. Si on ne fait rien, on va dépasser les 4 degrés de réchauffement climatique et nous ne pourrons plus vivre comme nous en avons l'habitude sur la planète Terre. Donc ça, c'est presque indépendamment du client. Bien sûr. Après, en France, quand on interroge les Français, le changement climatique est l'une des 3 premières priorités au quotidien. Ça a même été la première avant la santé, pendant la crise Covid. C'est vraiment le premier sujet quand on les interroge qui les préoccupe. Et donc ça, c'est aussi vrai dans le monde professionnel. Ah oui, on est français dans le monde professionnel aussi, vous avez raison. D'ailleurs, je reviendrai peut-être sur les collaborateurs. Sur les Français, donc ils attendent beaucoup des gouvernements, mais depuis la crise sanitaire, ça s'est encore accéléré vis-à-vis des entreprises. D'accord. La moitié des Français nous disent qu'ils attendent en fait des entreprises qu'elles agissent en premier lieu en faveur de l'intérêt général. Donc c'est comme si pour eux, pour la moitié des Français, notre objectif, ce n'était pas de maximiser notre chiffre d'affaires ou de maximiser une marge, mais c'est bien de le faire en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc il y a bien urgence à répondre aux attentes des consommateurs. Et puis pour les collaborateurs, c'est le même sujet. D'abord parce qu'on est probablement citoyen avant d'être collaborateur, donc ils sont inclus dans ces chiffres-là. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des jeunes, mais pas que, qui considèrent que c'est plus possible aujourd'hui de travailler pour une entreprise qui n'est pas sérieusement engagée dans la lutte contre le changement climatique.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine Chazal. Je rappelle que vous êtes directrice RSE, Affaires publiques et communication interne chez Samsung Electronics France. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis donc sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT.